héritier itélé. Afrique TV ga brozo bloc. Bienvenue dans votre émission Tolobela Congo, les contentieux historiques. Ce rendez-vous où vous savez très bien, on trouve principalement agréable de parler de l'histoire. L'histoire de notre République, l'histoire qui simplement a beaucoup de bémols. Mais aujourd'hui, c'est le retour de votre émission Tolobela Congo, les contentieux historiques, sur le thème les explosions du 4 mars 2012, le décryptage. Je ne serai donc pas seul, je serai accompagné de l'expert Guy Mafimba des contentieux historiques. Il viendra simplement nous dire véritablement ce que nous pouvons retenir de cet événement. Alors, avant que je puisse donner la parole à mon invité, je vais simplement vous parler des points vitaux qui vont simplement concerner notre thématique politique de cette histoire du 4 mars 2012. Alors, on parlera de l'accident ou tentative de coup d'État et on parlera sans doute aussi les déclinaisons politico-ethnocentristes de ces explosions. On parlera aussi des conséquences économiques et on va conclure sur les massacres de masse ou assassinats. Il faudrait qu'on puisse s'interroger un peu de ce qui s'est passé de cet événement. Alors, je donne la parole à M. Guy Mafimba, l'expert des contentieux historiques. Bonsoir, M. Guy Mafimba. Bonsoir, bonsoir, M. Lévan Valentin. En tout cas, bonsoir à tous ceux qui nous suivent et très heureux de revenir devant nos compatriotes et tous ceux qui ont pris goût, hein, il faut le dire ainsi, de s'intéresser ce que j'ai qualifié de contentieux historique de notre pays. Et aujourd'hui, je ne peux que vous remercier. Je peux que remercier la rédaction d'Afrique TV qui nous donne l'occasion de parler à nos compatriotes, au-delà, nos compatriotes, des questions qui, lorsque nous avons commencé cette série, qui, malheureusement, des questions politiques, de fois économiques, de fois ethnocentristes, qui ont, me semble-t-il, toujours eu un impact dans la vie politique, socio-économique de notre pays jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que nous avons appelé les contentieux historiques. Donc ce soir, je vais être à votre disposition pour essayer de décrypter ce qui est véritablement une tragédie, le 4 mars 2012. Et la particularité, M. Lévan Valentin, c'est que j'ai vécu cet événement. Le 4 mars 2012, je suis à Brazzaville. Je suis à Poto-Poto. Je suis à quoi, 15 minutes, 20 minutes de Mpila, l'épicentre même de ces explosions. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion. Et je suis aussi victime à travers ma mère qui avait une villa dans les parages. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion, de solennité et de gravité que nous allons essayer de décrypter, comme vous avez essayé de lister un peu les différents points vitaux. On partira, bien entendu, de ces explosions en se posant la question de savoir est-ce un accident ou un complot. Et là, nous essayerons de regarder le contexte politique et socio-économique et sécuritaire. À cette époque-là, nous parlerons de cette explosion, ce que j'ai appelé vraiment Apocalypse Now, et de l'aide aux victimes et de la mafia étatique qui s'est mise en place. Donc, ce sera le premier chapitre et donc je suis à votre disposition pour commencer dans ce sens-là. Merci, M. Guy Mafimba, d'avoir pointé notamment cela, parce que cette série des contentieux historiques a intéressé une multitude de nos compatriotes qui sont aujourd'hui très heureux que nous puissions revenir sur ces thématiques historiques de notre pays à travers Afrique TV, la chaîne où vous avez simplement votre place de pouvoir vous exprimer véritablement. Alors, le 4 mars, vous êtes vous-même un rescapé, si je ne me trompe pas.
et aussi en victime. Comment l'accident, s'il faut ainsi définir cela, sécuritaire, se réalise? Et est-ce qu'on peut croire que c'est un coup d'État manqué? Parlons d'abord de cette journée du 4 mars 2012. C'est un dimanche. Vous savez, dimanche, les élèves et les étudiants ne sont pas en train d'aller à l'école ou autre. Les occupations sont relativement en berne. Hein. Nous sommes à 8h30. Mais il y a une forte activité spirituelle, on va dire. Et ma grand-mère, mes soeurs et la parcelle de ma mère étaient juste derrière le camp blindé de Pila. Et moi, ce jour-là, ce 4 mars 2012 matin, quand j'étais à Brazzaville, j'avais presque 2 domiciles. Généralement, le week-end, comme c'était un dimanche, je préférais venir dormir à Poto, au domicile familial, parce que je devais retrouver mes amis, on devait aller jouer au football à côté de la résidence d'un pilat de M. Denis Sassou Nguesso. Donc, ce jour-là, bien entendu, j'ai dormi à Poto, dans le de France, chez moi, à domicile. Donc, nous sommes 8 heures, à partir de 8 heures, je suis au lit. On commence à se réveiller plus ou moins, hein, et comme il fait un peu chaud au mois de mars, malgré les ventilateurs et autres. Et j'entends une première détonation. Monsieur Levan de Valata, la détonation sourde, mais assez forte. Tu sens que les murs ont... Et on se réveille en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et la deuxième détonation, et bien entendu, dans la parcelle, tout le monde se panique un peu. Mais Nini, dans la rue, mais qu'est-ce qui se passe et autres? Il passe 10 minutes à peu près. Je suis encore dans mon lit, dans ma chambre. La deuxième détonation, monsieur Levan Valentin, de mon âge, j'ai entendu parler de Hiroshima, je n'ai jamais entendu une telle détonation. J'avais l'impression que c'était dans ma chambre. C'était un boum, la poussière, et le plafond tombe dans ma chambre, et des cris de partout. Et je sors, j'ai juste le temps de mettre un jean ou je sais pas, un jogging, je sors, panique dans la parcelle. Et nous avions en fait à côté de chez nous un officier à la retraite, le colonel Ndinga, qui sort aussi, un autre grand frère aussi, qui était un policier. Automatiquement, on regarde du côté d'un pilat, on voit la fumée monter. Et je peux vous dire, je rigole là, mais je peux vous dire, j'ai vu ma mère, elle est relativement âgée déjà, sortir de la parcelle, en train de courir et ne cherchait même pas à savoir où sont les enfants. C'est pour vous dire que la mort, c'est quelque chose, c'est sauf qui peut. Ça criait de partout, ça courait de partout. Mais on voit la fumée de l'autre côté, de Mpila. Et la première inquiétude pour nous, c'est le fait que nous avons des parents là-bas. J'ai ma soeur là-bas avec ses enfants et autres. Qu'est-ce qui se passe? Et les premières réactions, c'est de dire, il y a un coup d'État. Et c'est les officiers qui disaient, mais c'est un coup d'État. Et c'est de là où nous voyons, on voit des soldats de la garde présidentielle de M. Denis Sassou Nguesso, des berus violets, en train de quitter Pila avec des armes. Et on voit un petit qui vient vers nous. Nous étions là debout avec des amis dans le quartier. On lui pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Ninezali. Il nous dit, le petit nous dit, vieux, bazo attaqué Bissot. On nous attaque. Mais tu attaques, mais pourquoi tu viens maintenant vers le quartier? Il dit le quartier d'abord. C'est là où on s'est dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Bref, 1 heure après, on s'arrange de faire partir tout ce qui était les femmes, les enfants, en haut. C'est-à-dire que les gens partaient maintenant se réfugier du côté de Sainte-Anne à Brazzaville, Sainte-Anne, hein, l'église Sainte-Anne. Et nous, on se disait, il faut chercher à savoir. Donc, on traverse la pointe hollandaise, on se rapproche de la présidence et on voit les 4x4 qui fuyaient de partout.
Et je me souviens de cette dame, Madame Aïssa, la fille Aïssa, comme elle habite à 2 pas de la présidence, là, en Pila, en train de crier quasiment Togoki Mawafi. Et je me souviens des jeunes qui disaient Kimagaga Koto Kimagawana. Parce que c'était à la fois l'ironie de voir les hommes du pouvoir tailler la zone. Ce que je vous dis là, c'est du vécu. Et cette image de cette dame m'est revenue. Elle était pratiquement pieds nus, en train de courir. Et tu voyais les 4x4 partir de partout. Premier enseignement qu'il faut tirer, c'est de se dire un tel souffle, ça ne peut pas être des petites armes de moindre intensité. Non. C'est la première question qu'on s'est posée. La deuxième question, on a eu l'assurance que ce n'était pas un coup d'État, d'autant plus qu'à la présidence, non seulement les gens détalaient, mais lorsqu'il y a un coup d'État, on prend le contrôle. Et quelques heures après, lorsque le ministre Boao et le ministre Mboulou passent à la télé pour dire ce n'est pas un coup d'État, mais il y a des explosions, des dépôts des armes en Pila, on se dit, la première hypothèse, ça doit être un accident. Et la question qu'on se dit, vers 13 heures, il faut chercher à aller de l'autre côté d'un Pila. Et avec des amis, avec mes petits frères, on doit aller à la recherche de nos petites sœurs et petites et des nièces, des neveux et autres. Parce que nous étions juste derrière. Mais on arrive vers Kulunda, impossible d'avancer. Parce que les armes continuaient à crépiter. Et là où vous voyez des hommes à terre, des hommes en lambeaux, des hommes blessés, dans Madjoukou, vous voyez plein de Congolais, enfin de compatriotes dans Madjoukou, pour éviter les éclats, ils sont rentrés dans il y a de l'eau sale, hein, les gens sont rentrés dans Madjoukou. C'est pour vous dire, lorsqu'il y a la mort, tout le monde fuit. Ils sont rentrés dans Madjoukou pour fuir les éclats. Et nous, on essayait d'avancer. On arrive vers Ebina, les gens qui peuvent savoir Brazzaville, vers le cinéma Ebina, impossible d'avancer parce que les détonations continuaient. Et les gens nous ont dit non, n'allez pas loin parce qu'il y a encore des détonations et on n'a pas la maîtrise. Et là, je peux vous dire, deuxième enseignement. Donc, premier enseignement, on s'est rendu compte que ce n'était pas un coup d'État. On partait de l'hypothèse que c'est un accident. Et deuxième enseignement, on se rend compte que l'État est, comment dirais-je, le pouvoir est vacant parce qu'il n'y a aucune ni force publique organisée, ni pompiers, ni service de comment je pourrais appeler ça, de sécurité pour ne serait-ce que circonscrire l'épicentre de l'explosion afin d'éviter d'autres dégâts. Ça, c'est de 1. Et de 2, aucune autorité à cette heure-là. La seule autorité que j'ai eu à voir, c'est M. Nick Fila, le vieux Nick Fila. Je l'ai aperçu à l'époque, il était sénateur. On s'est retrouvé dans une des rues. Et bref, on arrive à Kulunda. On s'est dit, ça ne sert à rien d'avancer. On prend trop de risques. Il faut, comme les gens nous disent qu'il faut attendre que les détonations cessent pour essayer d'avancer. Donc, on s'est dit, de toutes les manières, nos parents ont dû fuir du côté de Hachemé. On aura certainement des informations d'ici là. Parce que là, il n'y avait plus de communication, rien du tout. Et c'est en revenant, M. Lévan Valentin, en revenant, il y a une image qui m'est restée dans les yeux, et j'y reviendrai tout à l'heure sur les victimes. Parce que lorsqu'on traversait les rues, vous voyez que là où il y avait moins de détonations, les gens osaient sortir pour quitter l'épicentre, surtout à Wendé, là. Et je vois cette dame, une vieille dame, blessée. Mais comme tous s'enfuyaient, elle ne savait plus, elle n'avait plus de force pour continuer. Elle nous regardait dans le sens, je vais mourir. Mais qu'est-ce que tu peux prendre comme responsabilité d'aller, toi-même tu es à pied, d'aller prendre une dame pour l'emmener? Donc, on a laissé cette dame-là, je pense qu'elle n'a pas survécu. Et d'ailleurs, dans les circonstances, on y reviendra certainement dans les détails, il faut tout simplement regarder le film de Ellie Smith, je crois vous avoir envoyé ça tout à l'heure. C'est le film le plus épatant.
le plus sensible. Et ce garçon, Ellis Smith, journaliste, et il avait fait un travail à la fois de journaliste d'investigation et d'humanitaire exceptionnel. Il a failli perdre sa vie. C'est lui qui a fait le travail le plus exceptionnel. Bref, premier élément, l'hypothèse à cette heure-là d'un coup d'État a été écartée. Deuxième élément, en écartant cette hypothèse-là, ça déjouait aussi, ça disqualifie aussi les propos maladroits du ministre Boao. On y reviendra tout à l'heure lorsqu'il disait qu'il n'y avait pas de morts. Parce que nous sommes partis sur place, il y avait beaucoup de morts. Deuxième chose, l'État est vacant, le pouvoir est vacant plutôt, parce qu'il n'y a aucun pouvoir à la rigueur. Si j'insiste là-dessus, parce que lorsque nous allons conclure coup d'État ou pas, Tchourou ou pas, je reviendrai sur ce que je viens de dire tout à l'heure. Parce que le pouvoir était vacant. Je n'ai pas vu une force publique ou des pompiers ou de sécurité pour rien. Il n'y avait rien. Et tertio, bien entendu, cet État qui a abandonné en fait les victimes, ne serait-ce que pour s'organiser et extraire les blessés et les amener dans les hôpitaux, d'autant plus que tout était, ces gens-là étaient, les hôpitaux étaient débordés, Talanga et autres. L'hôpital de Talanga était pratiquement détruit. Voilà. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette journée et les détails que je peux donner sur la gravité de ces explosions, qui n'étaient pas des explosions anodines. Raison pour laquelle je pense que c'est un contentieux historique parce que ça pose un problème à la fois politique, parce que de manière volontaire ou pas, on a mis en danger des populations civiles, c'est-à-dire l'État, c'est-à-dire ceux qui ont été les du pouvoir. Ils ont entreposé là des armes de destruction massive. Monsieur Lévade Valentin, jusqu'à Kinshasa, vous le savez, il y a eu des dégâts donc il y a au moins 10 km à la ronde. 10 km à la ronde a été dévasté. Donc, première responsabilité de l'État, on y reviendra, d'avoir pris la responsabilité, je me répète, d'entreposer des armes de destruction massive dans un quartier populaire. Deuxième chose que j'allais dire, c'est de se poser la question de savoir est-ce que ceci est, bien entendu, quelque chose qui était intentionnel ou pas, et quelles sont les responsabilités par rapport à ces explosions-là du 4 mars 2012. Alors, vous venez simplement de nous expliciter que c'était un accident, donc la thèse du coup d'État est à mettre dans les oubliettes. Mais j'aimerais savoir… Non, nuance, je ne conclus pas. Je dis, autant T, là, jusqu'au soir, la thèse de l'accident était pour moi valable. Maintenant, je veux commencer à donner un certain nombre d'indices pour conclure attentat, enfin coup d'État ou accident. Moi, je reste sur cette journée d'abord. Voilà. Sur cette journée. Je reste d'abord sur la journée du 4 mars. C'est la thèse de l'accident qui est prioritaire. Exact. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire des propos tenus par le ministre Boao Charles, qui avait minimisé cet événement en disant « Eza elo komoke ». Alors, il faut comprendre une chose. Monsieur Charles Zachary Boao est ministre de la Défense. Il passe, je crois qu'il passe vers 11h, 12h. Et lorsque, en préparant cette émission, j'ai écouté un certain nombre de témoignages des officiers supérieurs de l'armée. Et beaucoup disent n'a jamais mis pied vers l'épicentre même de l'explosion jusqu'à 16h. Je vous ai dit tantôt que moi, nous sommes rapprochés jusqu'à Ebina. La seule personnalité, mais politique civile, c'est Nick Fila. Le reste, c'était des soldats qui fuyaient ou des officiers qui sortaient en fait du matériel qui était encore intact.
Alors, moi, je pense que, parce qu'il n'était pas seul, il était avec Mboulou. En fait, ils se sont réunis de manière informelle après la deuxième détonation. Parce que lorsque vous écoutez, par exemple, le témoignage de Jean-Dominique Okemba, qui est le patron du Conseil national de la sécurité, qu'est-ce qu'il dit? Première détonation, deuxième détonation, qui a effectivement tout ébranlé, il court directement vers la présidence avec l'objectif de sécuriser M. Denis Sassou Nguesso. C'est là où il fait sortir les Saous et autres. Après, il dit, et c'est là où j'ai trouvé vraiment, nous envoie les officiers qu'on mérite. Il dit, après, il repart chez lui à Talangaï pour sécuriser ses enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, qui est le patron des services, n'est même pas dans les dispositions d'esprit de savoir est-ce qu'il y a eu des morts, qu'est-ce qui s'est passé autre. Ce qui fait que Mboulou et Boao n'ont pratiquement pas d'informations, parce que ce n'est pas Boao d'aller sur le terrain. Ce sont les opérationnels. Ce sont les services de sécurité qui doivent remonter les informations. Mais eux, ils ont réagi en tant que politiques pour essayer déjà de, comment je peux dire, de canaliser cette espèce de panique générale au sein même du pouvoir. Je vais vous faire encore une anecdote. Lorsque M. Denis Sassou Nguesso débarque à l'hôpital militaire, il a débarqué à l'hôpital militaire avec un dispositif de sécurité très léger. Mais croyez-moi, je me souviens de cette image. Joe Ebina, les gardes de la société civile, mais il indexait comme ça, du style, tu dois démissionner. Tu dois démissionner. Denis Sassou Nguesso était dépouillé de son autorité. Son dispositif de sécurité était quasiment vide. Et je pense que Boao et Mboulou, je n'excuse rien, hein, parce que ce qu'ils ont dit, je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'ils ont dit qu'il n'y avait pas de mort, mais Boao, M. Boao, a fait pratiquement une semaine, ne mettait pas pied là-bas, hein, parce que les gens l'attendaient avec des pierres, comme Mboulou. Mais ils ont réagi en politique, mais de manière maladroite et irresponsable, alors qu'il y avait mort d'homme et surtout, l'explosion était d'une gravité sans précédent et extrême. Voilà un peu ce que je peux répondre par rapport à cela. Alors, nous allons donc continuer à savoir après cette journée, parce que la journée du 4 mars, c'est l'accident comme thèse qui est choisie, mais après, il y a eu à foison plusieurs jugeotes qui se sont réalisées concernant cet événement. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur les déclinaisons, s'il faut ainsi dire, politico-ethnocentristes de ces explosions? Est-ce qu'on maintient cette thèse d'accident ou c'est discutable? C'est discutable. Je vais vous expliquer pourquoi. Quel est le contexte politique et socio-économique et sécuritaire de l'époque? Nous avons une affaire, nous sommes dans les années 2012 et 2009, il y a eu les élections, moi je suis à Brazzaville, il y a eu ces fameuses élections présidentielles. En face, il y avait le général Golondélé, John Mathias, comment il s'appelle encore, Miekono. Golondélé est des plateaux, John Mathias est des plateaux, Miekono est des plateaux, et puis il y avait les Pungi et autres. Mais bref, lors de ces élections 2009, moi je suis à Brazzaville, il y a eu comme une espèce de ce que j'appelle le triptyque manipulation, complot, violence. Nous sommes en 2009. John Mathias, Golondélé et après les élections bien entendu, ont été accusés de tentatives de coup d'État parce qu'ils ont contesté les résultats de ces élections. Et à l'époque, on parlait d'un complot téké. On parlait d'un complot téké et je peux vous dire que dans cette année 2009, moi qui rentrais du Congo en 2008, nous étions dans la fameuse majorité présidentielle et moi-même, avec le général Yombi Père, son âme, je n'ai pas participé de manière active à ces élections parce que j'avais toujours ma fibre de l'opposition, je ne supportais pas le PCT, malgré notre alliance. Et j'ai vu comment il y a eu tentative comme ça de manipuler l'opinion, notamment les généraux Ndenge et autres, de faire en sorte qu'on puisse enfermer Jean, Mathias et Golondélé. D'ailleurs,
Ils ont été empêchés de sortir du territoire national pendant presque une année. Et c'est notre frère, Maître Amédée Gonga, qui était leur avocat. 2009. On va plus loin. Il y a l'affaire Adoua. Nous sommes en 2010. 2010, au domicile du général Adoua, qui à l'époque est le patron de la sécurité présidentielle, après avoir remplacé, je crois, Hilaire Moko, il y a eu des problèmes au niveau de la présidence entre différentes écuries. Et il y a eu des explosions à son domicile à Telangaï. Pas de la même proportion, mais il y a eu des explosions. Et il y a eu un véritable débat. On se dit, mais comment des officiers peuvent avoir des armes entreposées chez eux? Et nous savions qu'au sein même de la présidence, il y avait des écuries qui commençaient à se former, notamment des anciens chefs des fronts. Okemba avait son écurie, Ado avait son écurie, les Hilaire Moko, les Nyangambwala, les Okombi et les autres, n'est-ce pas? Et après ces explosions, il va arriver quelque chose de grave. Ado va tomber malade. Très malade. Et ses partisans vont parler d'un empoisonnement de Okemba et de Ndengue. Ce qui fait que lorsque arrive 2012, la première des réactions que nous avons eues dans Brazzaville, c'était de dire ce sont les partisans d'Adoua qui ont appris que Adoua est mort au Maroc. Ils ont voulu maintenant créer le désordre à Brazzaville. Donc l'affaire Golondele et les autres, l'affaire Adoua. Il y a aussi le problème, nous sommes en 2012-2011, la CADD de Okombi est membre du PCT. La CADD est puissant, Okombi est puissant. Il y a déjà au sein du PCT des velléités des enfants de prendre le contrôle du PCT. De prendre le contrôle du PCT. Et Okombi, à travers la CADD, quand Pierre Ngolo prend le contrôle du PCT, il demande à toutes les associations de se dissoudre au sein du PCT. Okombi refuse. Et Sassou n'est pas d'accord. Et Okombi est presque marginalisé, sinon combattu par un certain nombre de courants du PCT, de la partie, on va dire, de la cuvette centrale. Okombi est qui? Excusez-moi, M. Guimafimba, c'est une parenthèse qu'on va vite ouvrir rapidement. Donc, oui, à vous entendre parler, Okombi Salissa savait déjà, s'il faut ainsi dire, l'avènement des enfants du président Denis Sassou Nguesso dans la gestion gouvernementale de notre pays. Très bonne question, M. Léval Valentin. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit qu'il faut connaître les hommes pour les comprendre. Les gens ont souvent été surpris de voir comment je me suis tissé une alliance avec Okombi. Okombi, c'est un homme de conviction. Il était le premier à dénoncer la prise, le contrôle du PCT par les enfants. Et il ne supportait pas le fait que les enfants de Denis Sassou Nguesso prenaient des postes de responsabilité. Et lui, il disait, nous sommes des sacs au dos. La politique, ce n'est pas parce que tu es l'enfant que tu prends le contrôle d'un certain nombre de choses. Ces gens n'ont pas jamais milité. Et c'est comme ça qu'Okombi a commencé à avoir des problèmes au niveau du PCT avec le Denis Sassou Nguesso. Donc, troisième élément, le problème Okombi. Et quatrième élément, nous sommes, n'oubliez pas, avant 2000, dans le contexte politique, nous sommes en 2010, 2011, il y a le point d'achèvement PPTE. Le Congo a vu sa dette de plus de 90% annulée. Donc, nous avons des marges de manœuvre. Ce qui fait que, à cette époque-là, il y avait déjà une orientation à travers un partenariat stratégique avec la Chine de moderniser et de délocaliser les casernes qui étaient à Brazzaville, notamment la caserne de Mpila et la caserne du 15 août. Il y avait déjà une orientation. D'ailleurs, M. Denis Sassou Nguesso l'a dit, lorsque mis en index à l'hôpital militaire, comme je vous ai dit tantôt, il disait, je ne comprends pas, nous avons décaissé de l'argent et rien n'a été fait. Et dans ce registre les marges de manœuvre financières que nous avons eues, les grands travaux ont commencé à prendre de la puissance. Mais M. Lévan Valentin, je vous ai parlé du contexte politique, socio-économique, le PPTE
et sécuritaire. Sécuritaire, c'est quoi? C'est le fait que Bouya, qui était le patron des grands travaux, c'est lui qui avait reçu instruction de délocaliser. Et lorsque je préparais l'émission, pendant le procès de Ntchourou, il y a le général Monjo qui a reconnu que oui, depuis 2007 et 2008, on avait donné instruction de construire une nouvelle caserne à Bilolo, c'est-à-dire déplacer toutes les armes de guerre qui étaient là-bas. Mais le pire, M. Bouya, alors qu'il s'occupait des grands travaux, avec ses amis de Socofront et de Escom, Socofront et Escom, c'était des grandes sociétés de travaux publics, ils entreposaient des dynamites pour les travaux ou le fameux Kramu en Pila. Ce que le général Dabira a dit lors de son audition pendant le procès, que c'était incompatible. On ne pouvait pas mettre les dynamites et les munitions dans un seul endroit, surtout que ce site n'a pas été, comment dirais-je, construit pour cela. Est-ce que vous voyez la responsabilité quand je vous disais la proportion de ces explosions-là, c'est sans précédent. Voilà le contexte, monsieur Lévan Valentin, qui a qui a précédé le 4 mars 2012. J'ajoute un dernier mot. Je vous ai parlé des guerres des écuries. Mais une des raisons selon laquelle monsieur, à tort ou à raison, vrai ou faux, le général Adoua a été empoisonné. Moi, je suis à Brazzaville. Selon les indiscrétions, Adoua était en train de faire comprendre à M. Denis Sassou Nguesso de ne pas se présenter en 2016. Parce que c'était son dernier mandat, en fait. De ne pas se présenter en 2016 ou 2017. Il n'était pas d'accord. Il exprimait ses réserves. Mais comme c'était un homme assez puissant, avec son écurie, et une des raisons serait de son empoisonnement serait celle-là. Donc, nous sommes dans un contexte où la communauté Téké est soupçonnée de vouloir préparer un coup, raison pour laquelle nous allons tomber dans la déclinaison Ntchourou. Pourquoi Ntchourou a été, nous allons le démontrer tout à l'heure, a été le bouc émissaire de ce qui s'est passé. Mais toujours dans ces histoires d'écurie, pour finir sur attentat ou accident, monsieur Lévan Valentin, selon mes indiscrétions depuis Brazzaville, lorsque il y a eu ce fameux 12, quelques semaines après, nous avons appris que Denis Sassou Nguesso devait venir ce matin-là à Mpila pour poser la première pierre, mais discrètement, dans un complexe que devait construire pour sa fille, Edith Lucie Bongo. Parce qu'en face du camp blindé, il y avait un grand espace acquis par, c'était un ancien garage, je pense, acquis par Edith Lucie Bongo. Donc, le président Sassou avait un projet dans ce sens-là. Et selon les indiscrétions, ce matin-là, il allait venir pour je dis bien pour poser la première pierre de la construction d'un complexe, mais je ne sais pas de quelle nature de complexe. Voilà le contexte qui, lorsqu'on chemine, on commence à écarter de plus en plus la thèse de l'accident pour aller dans la thèse d'un complot accident. Parce que, je termine là-dessus, quels sont ceux qui connaissaient le niveau d'implosion que pouvait avoir un incendie au camp blindé? Sinon, ceux qui avaient entreposé les fameux dynamites là-bas. Quels sont ceux qui, si cette information-là est vraie, quels sont ceux qui savaient que Denis Sassou Nguesso devait arriver ce matin-là à cet endroit-là? Parce que s'il était à cet endroit-là, il n'allait pas survivre. Et je termine en se posant la question de savoir,
Pourquoi, après le 4 mars, au lieu d'orienter les enquêtes sur l'accident, ils ont voulu orienter l'enquête sur un complot et ils ont mis Tchourou comme étant l'un des responsables de ce complot-là. C'est ce que moi j'appelle le triptyque qu'a toujours utilisé le pouvoir de Brazzaville, le PCT, le triptyque manipulation, complot, violence. Ça veut dire quoi? Regardez 2017, convoquons les contentieux historiques. Convoquons les contentieux historiques. L'assassinat des 3 hauts fonctionnaires, Poabou, Machokota et Massumé sous Massamadeba. C'était déjà à l'époque les mêmes acteurs qui sont là. Jusqu'à aujourd'hui, M. Levan, vous savez qui a tué ces 3 hauts responsables? Rien du tout. Lors du coup d'État de Kinganga, en 70, Diawara en 72, nous avons eu à décrypter ces contentieux historiques-là. Il y a toujours des zones d'ombre. Le quadruple assassinat du président Mariam Gwabi Massamadeba, Krainemi, Beneda, capitaine Kimbolakaya, et s'ensuit des condamnations. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui a tué Ngwabi et les autres. L'attentat de l'UTA, Brazzaville. Vous savez qui est? Jusqu'à aujourd'hui, on sait qui a mis les bombes, avec quelle complicité? Owando, ville martyre, qu'on venait de parler, mon ami Jean-Jacques, dernièrement. L'assassinat d'Onga, toujours. La fusillade de centre culturel français, le 30-11 du 92 sous Pascal Lissouba. On ne sait pas d'où ça vient. Le coup d'État, bref. Quand vous analysez tout ce que j'ai listé comme contentieux historique, vous verrez toujours un triptyque. Manipulation, complot, violence. Pourquoi? Parce que ceux qui posent cet acte-là, ils savent pourquoi ils posent l'acte pour dérouler un agenda et trouver un bouc émissaire. Est-ce que vous voyez le cheminement de ma pensée? Donc, pour moi, il y a des gens qui avaient intérêt qu'il y ait explosion du dépôt d'armes. Et ils avaient un objectif. Si l'objectif n'est pas atteint, il faut faire disparaître un certain nombre d'acteurs politiques dans la communauté téké qui était devenue pour le pouvoir, à tort ou à raison, à cette époque-là, cette communauté qui était devenue pour le pouvoir un danger parce qu'il y avait des hommes à la fois militaires, des braves, qui ont accompagné M. Denis Sassou Nguesso pour la prise de pouvoir en 1997, et des politiques qui étaient aussi des braves et qui revendiquaient le fait qu'il est plus que jamais temps que le pouvoir change de main. Parce que nous ne pouvons plus continuer à accompagner M. Denis Sassou Nguesso. N'oubliez pas que nous sommes à 3 ans des élections présidentielles où M. Denis Sassou Nguesso ne devrait plus être candidat. Voilà le raisonnement que je peux avoir par rapport à cette journée et cette déclinaison qui nous ont conduit, bien entendu, à cette tragédie et avec ces déclinaisons, l'affaire qui va créer l'affaire Ntchourou et d'autres déclinaisons, la manière dont le pouvoir s'est accaparé cette histoire pour se faire du pognon et aujourd'hui faire des 17 000 victimes, 17 000 maisons détruites et plus de peut-être 50 000, 40 000 victimes 13 ans après qui continuent à souffrir parce qu'il y a des gens qui avaient un projet machiavélique. Non seulement ils ont opéré leur mission, ils ont réussi à faire disparaître Ntchourou, on y reviendra, mais surtout, ils se sont fait énormément d'argent dans cette affaire-là parce qu'on peut en abandonnant le dossier. Mais non, une fois qu'il y a eu le 4 mars, on peut aborder maintenant le dossier comment l'aide internationale est venue pour supplier les manquements de notre État après l'explosion du 4 mars 2012. Alors, avant qu'on puisse parler de l'aide et sans doute des conséquences économiques, nous allons ouvrir cette parenthèse de Ntchourou. Ntchourou qui va simplement être accusé, comme vous êtes en train de relater cela dans votre visible, dans cette affaire, et qui va sans doute aussi connaître une finitude
drastique. Pourquoi M. Ntchourou, dans cette affaire, est accusé? Il faut dire tout simplement que, en résumé, Ntchourou, c'est, je ne suis pas là en train de faire l'avocat de M. Ntchourou. Hein. Nous sommes en train de restituer un certain nombre de faits pour que les uns les autres comprennent et surtout qu'ils se fassent une opinion. Ntchourou, c'est un brillant officier. Ceux qui l'ont côtoyé le savent. Depuis l'école primaire, il a été un homme brillant. À l'école générale Leclerc, ses condisciples le disent brillant. Il était toujours major de sa promotion et autres. Il va en URSS, c'est le cas. Il est formé et bien formé. Ntchourou rentre dans les années 88 par là. Il a occupé les fonctions, il a grimpé jusqu'à ce que Sassou prenne le pouvoir en 79, il a grimpé. Mais Ntchourou, on commence à bien parler de Ntchourou, on va dire sous l'Issouba. Disons, on va aller vers l'Issouba. Mais il y a deux faits majeurs. Sous l'Issouba, le colonel Ntchourou, alors qu'il est détenu Téké, il est proposé pour prendre la tête du régiment blindé. Il refuse parce que tout simplement, il ne voulait pas remplacer son condisciple Monjo. Le même Ntchourou, malgré cela, c'est Milongo qui fait de lui lieutenant-colonel et l'Issouba qui fait de lui colonel. Alors que Marcel Ntchourou était très, on va dire, méfiant. Il ne supportait pas la gestion sous l'Issouba, notamment sur les questions militaires. On peut en parler beaucoup, effectivement. Beaucoup d'officiers ont regretté un certain nombre de choses. Donc, deuxième fait marquant. Donc, le même Ntchourou fait partie d'une cellule avec Nzabila et Ilobomakima, qui était le directeur départemental de la police nationale à Pointe-Noire. C'était les cellules, les trois qui occupaient une cellule, qui s'occupaient de cette cellule à Pointe-Noire pour déstabiliser le pouvoir de l'Issouba. Et c'est eux qui ont commencé à déstabiliser le pouvoir de l'Issouba depuis Pointe-Noire. Malgré le fait qu'il a eu la confiance de l'Issouba et autres, qui est Téké, entre guillemets. C'est le grand groupe Téké. Ça prouve quoi? Ça prouve que ce monsieur, ce n'était pas véritablement un tribaliste, sinon il allait être avec l'Issouba. Et Galero qui est devenu Premier ministre un peu plus tard. Ça veut dire que c'était un homme. Je ne dis pas que je partage ça, parce que moi-même, je suis l'issoubiste. C'est des gens que j'ai estimé qu'ils ont été des officiers félons. Malheureusement, ils se sont ralliés à quelqu'un qui les a trahis après. Donc, en disant ça, je voulais tout simplement montrer qu'il a fait une brillante carrière jusqu'à ce qu'ils ont pris le pouvoir par les armes, un coup d'État, et il estimait qu'avec tout ce qu'il a joué comme rôle, comme les autres, il avait un droit au grade de général, n'est-ce pas? Il s'est rendu compte que ça ne venait pas. Il y a aussi deux faits majeurs chez le colonel Ntchourou. C'est le fait que lorsque les ninjas attaquent, la première fois, il est dit dans les vidéos, tous les officiers ont taillé la zone, les fameux officiers de la cuvette centrale. Il était le seul avec Avoukou de défendre et de repousser les ninjas au niveau du centre culturel français. Lorsque Maya Maya est pris, M. Denis Sassou Nguesso était à l'Union africaine, en 2000, je pense. Maya Maya est pris, c'est avec Konta qu'il repousse les ninjas. Donc, ces faits d'armes au profit de M. Denis Sassou Nguesso ne sont plus à démontrer. Et jusqu'à ce qu'il a été patron des renseignements militaires, et là, patron des renseignements militaires, il a eu déjà la première problématique avec M. Denis Sassou Nguesso lors des disparus du Beach. L'affaire des disparus du Beach. On l'amène au procès alors que lui et Dabira, en tant qu'inspecteur général des armées, avaient attiré l'attention de Denis Sassou Nguesso et du haut commandement qu'il y avait des massacres qui se faisaient au niveau du Beach et au niveau du palais de Plateau. Malgré cela, c'est Yoka Emmanuel qui va l'emmener à ce procès et il a toujours mal pris cela. Mais monsieur Levan Valentin, vous savez, l'intéressant dans cette histoire des contentieux historiques, c'est cela. C'est toujours convoquer l'histoire.
c'est le groupe ethnique Téké. J'ai roulé ma bosse un peu en politique depuis pas mal de temps. J'ai constaté une chose. Il y a une espèce de mépris entre guillemets, des communautés de la cuvette centrale à l'égard des Téké. Souvenez-vous de la phrase de Okoko lors du procès de Ngwabi. Même les Téké veulent prendre le pouvoir. Donc, il y a une espèce d'animosité, de mépris à l'égard de la communauté Téké. C'est un nombre de frères de la cuvette centrale. Et Ntchourou n'est pas idiot. Il le sait que s'il ne passe pas général, parce que non seulement on se méfie de lui, mais on estime qu'il ne le mérite pas. Mais pour des questions subjectives. Donc, il vit mal les bitches. Il s'en sort jusqu'à ce qu'il ait nommé le numéro 2 comment on appelle ça, du Conseil national de la sécurité, donc l'adjoint de Jean-Dominique Okemba. Et il demande à Jean-Dominique Okemba, il dit, mais moi je suis colonel. Comment je peux présider une réunion où j'ai des généraux? Parce que le Conseil national de la sécurité, c'est des généraux, ministre de la Défense et autres. Et voilà. Et on lui promet que, bien entendu, il faut se mettre en conformité. Ce n'est jamais venu. Jusqu'à ce que, pendant son règne en tant que Conseil national de la sécurité, j'y reviens, l'affaire de 2009, lorsqu'il y a eu la tentative, soi-disant, on voulait faire un coup d'État, des Ndjian et les autres, des Golondélé. Qu'est-ce qui a bloqué ça? Qu'est-ce qui a arrêté ça? C'est Ntchourou. Parce que lorsque les fiches arrivaient, lui, il disait, c'est du n'importe quoi. Vous faites des fiches contre des gens alors que ça n'a rien à voir. Mais monsieur Vénévan Valentin, moi qui vous parle moi-même, monsieur Ntchourou m'a sauvé la vie. Nous sommes en 2011-2012, avant les événements. Monsieur Ntchourou au Conseil national de la sécurité. On me colle une espèce de tentative de coup d'État avec mon oncle le général Golondélé. Moi qui m'affirme. Si vous interpellez votre collègue, le journaliste Ndombe de Thalassa, il avait suivi ce dossier-là. Je suis convoqué à la DGST par le général Obara. J'ai eu ma vie sauve. Je ne suis pas retrouvé en prison parce que j'étais un collaborateur de M. Yombi Opango et neveu de Golondélé. Et c'est lui qui va arrêter l'affaire. Il lui dit, mais attendez, mais pourquoi vous êtes en train de poursuivre ce jeune frère qui, à l'époque, je travaillais au ministère du Tourisme, j'ai été viré pour ça, par le général, par Mboulou. Il dit, mais au lieu de le poursuivre, mais allez arrêter Golondélé, si c'est... Parce que lui, il est à pied, il n'est pas militaire, il va faire le coup d'État à la coupe. Donc, il va les confondre. Il va les confondre, il va dire, allez arrêter le général Golondélé. S'il y a un coup d'État. Donc, j'ai été convoqué 2 fois là, à la DGST pour m'expliquer. Devant le général au barrage, il va certainement suivre l'émission, il essaie. C'est là où j'explique aux gens, je dis, mais vous n'avez rien compris. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Même si j'étais dans la majorité, à l'époque, je travaillais beaucoup avec Paul-Marie Paulet. Bref, il a fait bloc par rapport à ça. Et c'est le même aussi lorsqu'il y a eu l'affaire Mbemba, le maître Mbemba, il a bloqué. Et vous remarquerez que c'est beaucoup plus les Téké. Donc, je vous ai revenu tout à l'heure sur le fait qu'il était devenu une cible parce que aussi les Téké, raison pour laquelle j'ai parlé de politico-ethnocentrisme. Parce qu'il faut le dire. Et lorsque vous convoquez l'histoire, vous vous rendrez compte que la communauté Téké a souvent eu des problèmes avec des frères de l'Afrique, comment on appelle, de la cuvette centrale, par mépris, par des considérations que j'ai toujours du mal à cerner. Donc, le pauvre numéro 2, jusqu'à ce qu'il y a le 12 mars. 12 mars, le 4 mars 2012. Et je ne rentre pas dans les détails, il est parti le premier là-bas et autres. C'est lui qui met en place une commission pour une enquête administrative, parce qu'ils sont partis dès le départ de l'idée que c'était un accident. C'est lui qui rédige et tout. Et c'est lui, d'ailleurs, qui amène le colonel Mongolais et le général Mokoki, je ne sais pas s'il était général à l'époque, dans cette commission-là, qui vont être virés de cette commission. C'est les Obara et les autres qui vont prendre la tête de la commission. Et on passe d'une commission, d'une enquête administrative qui voulait
chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Je vous ai parlé tantôt de cet écramu qui recevait aussi des dynamites et autres. De cet écramu, on ne sait pas dans quelles conditions la sécurité se faisait là-bas. Ça passe d'une enquête administrative à de l'inquisition contre le colonel Marcel Tchouro. Parce que tout simplement, comme il avait échappé au disparu du BIC, comme il a échappé à un certain nombre de choses, on avait trouvé là le bouc émissaire dans le triptyque manipulation, complot, violence. Ils ont manipulé, ils ont concocté un complot dont il serait l'artisan pour arriver à quoi? À la violence. C'est comme ça que ce monsieur se retrouve incarcéré. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Le 3 mars, j'ai ici, il organise un anniversaire. Le 3 mars 2012, il organise un anniversaire à son domicile. Nous sommes le 3 mars, hein, donc nous sommes samedi, la veille de l'explosion. Et à cet anniversaire, c'est comme s'il se disait, je vais arriver à la fin de ma carrière, je vais faire le bilan et je vais dire mes vérités. J'ai ici le discours. Je vais vous lire quelques séquences de ce discours. Il dit par exemple, ma scolarité, je disais, a été limpide, école primaire exemplaire, cycle secondaire sans problème à l'école, lequel 8 ans de séjour à l'étranger pour terminer le cycle supérieur militaire de manière brillante à l'Académie militaire des blindés. Il était fier de sa carrière. Et ce n'est pas une tare. Je vais plus loin. Il dit, en effet, quel long chemin qui fait celui qui a me conduit jusqu'à aujourd'hui dans ma vie active, je passe sa carrière et tout, mais je vais arriver maintenant là où là où ils ont utilisé son allocution lors de son anniversaire, parce que le jour de son anniversaire, il a invité ses frères, parce qu'il a voulu en faire une activité aussi culturelle. Donc, il y avait beaucoup plus ses frères de sa région, ministres comme militaires, enfin, des soldats et autres. Et il y a une phrase, il dit traversée de la période éprouvante devant la conférence nationale 90. Après, il dit, en 92, M. André Milongo me nomma lieutenant-colonel. En 94, le professeur Pascal Issouba me nomma colonel. En 2003, commandant des écoles. En 2006, Conseil national de la sécurité. Et puis, il dit, tous mes hommages référents, ma reconnaissance à M. André Milongo, qui, malgré mon refus de rejoindre le poste de commandement du régiment blindé où il m'avait affecté à la place du colonel Monjo, chef d'état-major aujourd'hui, a signé le décret qui me nomma lieutenant-colonel malgré mon refus. Tous mes hommages référents à ma reconnaissance fraternelle, et cela vous surprendra, au président Pascal Issouba, qui, malgré toutes mes attitudes négatives, même devant les émissaires mandatés par lui, signa de sa propre main une note de mon nom au chef d'état-major d'alors que je sois remis au tableau d'avancement pour le grade de colonel. Il remercia aussi ses amis, le colonel Ebundi, le général Mokoko, le colonel Ncha, le colonel Ngoma, le colonel Mundjika, le colonel qui, tout particulièrement, je dois ma vie à un colonel. Donc, durant son allocution, il remercie, il fait un peu comme un bilan de sa carrière. Après, il dit, je voudrais vous dire, chers amis, chers frères, une preuve terrible m'a été imposée. J'ai été particulièrement offusqué lorsque dans ce pays, j'ai dû aller reprendre pour des hommes et des femmes disparus. Ça, il parle de l'affaire des disparus du BIT. Je vous ai parlé tout à l'heure comment il était offusqué. Et puis, il va terminer en disant ceci. Dans l'histoire des collectivités, mes chers frères, chaque génération doit assumer son rôle historique et ne doit jamais s'y dérober, quel que soit le prix. Je répète, quel que soit le prix, sinon le destin de la collectivité est menacé. En tout cas, au-delà de tout le vécu, on vous invite à partager ce jour sacré avec moi. Je pense avoir été compris, moi. J'accomplirai mon devoir vis-à-vis de tous, comme j'ai accompli celui vis-à-vis de la patrie. Mes chers frères, je voudrais terminer en vous rappelant les dures leçons que j'ai tirées de l'histoire de ma vie. Enfin, bref, c'est comme il a fait le bilan de sa vie et il se projette. Voilà, mon cher Lévan Valentin, la fameuse allocution prononcée le 3 mars 2012, la veille des explosions, qui est devenue, comment je peux dire ça, la preuve selon laquelle il préparait un coup d'État. Je n'ai jamais vu un officier qui prépare un coup d'État, il fait la fête jusqu'à 1 h du matin, et je vous ai dit tantôt,
le pouvoir était vacant, connaissant le colonel Ntchourou, si vraiment il avait un plan pour prendre le pouvoir ce jour-là, il prenait le pouvoir. C'est pour vous dire que s'il y a eu complot, ce n'était pas du côté de Marcel Ntchourou, il fallait le trouver ailleurs. Mais par contre, il fallait trouver un bouc émissaire pour occulter les véritables responsables du coup d'État. On continue. Il est arrêté. On prend ses plus proches collaborateurs. Torturé. Je vous ai envoyé, je crois, la vidéo d'un certain Leblanc, Michelino, que lui a sauvé lorsqu'il était ninja à l'époque. Ce garçon-là était ninja à l'époque. Les Angolais ont voulu le tuer. Leblanc, je le connais personnellement. Le colonel Ntchourou lui a sauvé la vie. Et il était devenu son petit. Donc, lorsqu'il est arrêté, ils sont partis prendre toute sa garde. Tous ces petits, ils les ont torturés. Monsieur Léval Montaire, je fais cette émission aujourd'hui pour dire aussi ceci. Ce que nous sommes en train de relater là, c'est ce que nous avons vécu en 2016-2015 avec les Okombi et les autres. Ils ont été torturés. Lorsqu'on vous raconte la scène, moi j'ai écouté de visu comme ça, Leblanc, vous avez des larmes. Lorsqu'on te prend un poignard, on te met au dos. Le fer à repasser, chaud, on te met là. Pour que tu cites Ntchourou. Il devait citer Ntchourou. Que Ntchourou leur a donné ceci pour aller faire sauter les trucs. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. J'en profite pour ne pas oublier que tout ceci est documenté, M. Léval Valentin. Je ne préfère ne pas donner les noms. Mais ceux qui ont torturé à cette époque-là, moi, je les connais. Ce sont des jeunes officiers. Mais qu'ils sachent que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Et les vieux qui les ont envoyés de faire ça, ils vont partir demain. C'est eux qui vont un jour se retrouver en prison devant la CPI. Ils doivent arrêter ça. Parce qu'ils ont répété les mêmes choses en 2015-2016. Bref, je passe jusqu'à ce qu'ils ont estorqué, on dit ça, un certain nombre d'aveux. Et on arrive au procès. Marcel Ntchourou est blanchi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le courage de deux magistrats, dont Moukala, je pense, qui était le procureur, et Bailly, qui était le président, qui ont estimé, après avoir auditionné les uns et les autres, que les chefs d'inculpation ne correspondaient pas à l'instruction du dossier. Mais il faut rendre hommage à mon ami Amédée Gonga, parce que j'étais à Brazzaville, qui a fait un maître Amédée Gonga, notre fierté de la diaspora, parmi les avocats, mais qui avait fait un travail considérable. Et aujourd'hui, il se retrouve en exil depuis cette affaire-là. Mais entre-temps, Bailly est mort, est décédé. Moukala et Bailly, quelques années après, même pas quelques années, quelques mois après, ont été virés de la magistrature par qui? Par le patron de la magistrature, c'est qui? Denis Sassou Nguesso. Ça prouve quoi, monsieur? Le triptyque, manipulation, complot, violence, n'ayant pas prospéré, il faut absolument virer ceux qui ont reçu des instructions, de les condamner, et qui ne l'ont pas fait. On les a virés et Bailly a perdu sa vie. On parle même d'un empoisonnement, parce qu'il a été viré de la magistrature. Comme ça. Donc, voilà comment on part d'un accident ou un complot pour trouver un bouc émissaire. Et de ce bouc émissaire, on s'attaque à une communauté, qui est la communauté Téké, contentieux historique grave. Et ce monsieur, là, on s'arrête au moment où il est blanchi. On va aller un peu plus tard, comment ils ont fini par le neutraliser. Mais en s'arrêtant là, monsieur Léval Valentin, j'essaie de tirer 2 ou 3 enseignements. Le premier enseignement, c'est de considérer qu'un État ne peut pas passer son temps à compiler les contentieux. Est-ce que vous imaginez tous ces jeunes qui ont été torturés? Est-ce que vous imaginez, on va y revenir dans la dernière étape, les victimes du 4 mars qui n'ont rien demandé. Les gens voulaient régler des problèmes politiques et ils ont détruit les maisons de nos parents. Ils ont détruit la maison de ma mère.
ils ont détruit les vies parce qu'il y a des jeunes qui sont partis, il y a des personnes qui sont amputées, il y a des gens qui sont... il y a des corps jusqu'à aujourd'hui on n'a jamais retrouvés. Vous savez, en Pila, là, il y a des corps qu'on n'a jamais retrouvés. Donc, à partir d'un triptyque qu'un pouvoir a commencé à en faire une gouvernance depuis des années, voilà les différentes déclinaisons avec des différentes victimes et avec les contentieux historiques qui vont avec. Les contentieux historiques avec les populations, parce qu'on va y revenir. Jusqu'à aujourd'hui, ils demandent à ce qu'ils soient indemnisés. Contentieux historique avec une communauté téké, contentieux historique avec les parents des gens qui ont été torturés et autres. Voilà, voilà à cette étape de l'émission, ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette tragédie du 4 mars qui a l'air comme ça anodine, mais lorsqu'on creuse un tout petit peu, on se rend compte que, comme d'habitude, les acteurs politiques, les acteurs militaires de notre pays sont toujours dans la manipulation, dans le complot pour violenter un certain nombre de nos compatriotes. Alors, on va passer dans notre échange sur les conséquences économiques. On va simplement d'abord se questionner. Comment vous pouvez répondre sur ce constat-là que certains compatriotes ont réalisé sur le paiement des gens de l'accident de Vunguchi, alors que jusqu'aujourd'hui, l'État congolais n'arrive pas à payer les victimes du 4 mars 2012, où on sait très bien tout un quartier a été dévasté. Mais monsieur Valentin, avant de répondre sur Mvokoti, mais il faut déjà faire l'autopsie de ce qui s'est passé. Au lendemain du 4 mars 2012, il y a une organisation mafieuse qui a été mise en place. Le ministre des Finances, je me souviens, c'était qui? C'était Gilbert Ondongo. Bouya, comme d'habitude, aux grands travaux. Et puis d'autres sous-fifs au niveau de la police et autres. Je dis bien, je suis victime. Il y a eu la première mesure, c'était de dire, pour calmer les gens, il fallait donner 3 millions à chaque famille. Donc, on passait de parcelle à parcelle pour dire, bon, s'il y a telle parcelle, il y a combien de familles, on vous donne 3 millions. Avec ces 3 millions, il fallait se loger. On est dans l'incertitude, hein? Ça allait se loger, se nourrir, payer le minimum. Parce qu'il y a des gens qui avaient tout perdu. Ça, c'est de 1. De 2, l'État devait enterrer les victimes. De 3, l'État devait indemniser ceux qui ont perdu des parents. Tout ça se passe dans l'arbitraire total. Quand j'ai dit une organisation mafieuse, au niveau des 3 millions, on a vu à Brazzaville des gens qui n'avaient rien à voir, je dis bien rien à voir avec les explosions. Des familles qui ont touché 4 fois, 5 fois, 6 fois 3 millions. Chez nous, par exemple, dans la parcelle de papa, de maman, il y avait une maison occupée par ma soeur et sa famille et son mari. Et il y avait d'autres parcelles qui étaient occupées par des locataires. Mais les locataires n'ont jamais rien eu. Et la mienne a reçu 3 millions. Mais ailleurs, c'était le contraire. Et vous allez apprendre quelque part que, ah non, telle famille n'était pas dans le secteur de l'épicentre, m'a reçu 3 millions. Mais le pire, pour toucher les 3 millions, si tu n'as pas quelqu'un, un mourabissé, comme eux-mêmes ils disent, mais c'était dans les centres en question, on te demande, si tu veux avoir tes 3 millions, il faut me laisser 300 000. Donc, il y a des familles qui ont été raquettées de cette manière. Voyez-vous? Je passe au deuxième volet sur les questions liées à l'indemnisation des décès, enfin les décès, des gens qui sont décédés. Mais ça ne doit pas se passer comme ça. Est-ce qu'on peut indemniser la disparition d'un enfant de 16 ans de la même manière qu'on indemnise une personne âgée de, je ne sais pas moi, de 87 ans? Pas possible. On est dans ce pays-ci, il y a des experts qui doivent regarder. Parce que l'enfant de 16 ans a eu toute une vie derrière lui. Et ça a été dans l'arbitraire total.
Alors, ça, c'était une opération coup de poing pour calmer la colère des populations. D'autant plus que nous étions dans la partie nord, qui était soi-disant dans Brazzaville Nord, soi-disant un fief du PCT. Il fallait calmer les gens. Mais qu'est-ce qu'ils ont pris comme engagement? Ils ont dit, ceux qui vont recevoir les 3 millions, d'autres ont dit, nous allons aller louer. Et après, il y a les 1000 logements du côté de Kitele qu'on devait céder à des familles pour aller s'installer. Une partie de la mienne est là-bas. Mais avec comme engagement pris par l'État de revenir 2 ans, 3 ans, 5 ans après la construction des logements, de les réinstaller. Maintenant, les zones où on n'a pas construit, ces zones devaient être expropriées. Monsieur Lévan Valentin, nous sommes quoi, 13 ans après? 13 ans après, c'est ça? Le 2012, moi aujourd'hui, la mienne, ma famille est toujours du côté de Kintele. En dehors des 3 millions, maman n'a jamais rien reçu. Quelques brides. Et le pire, c'est lequel? C'est quoi? Il y a des familles comme ma mère. C'est cette parcelle-là, cette maison-là, elle a construite quand elle travaillait. Je parle là c'est-à-dire que c'est un cas de figure qui peut concerner beaucoup de gens. C'est l'argent quand elle travaillait au CHU. Et elle avait des quoi? Elle avait des locataires. Donc, chaque mois, en complément de sa pension, elle avait l'argent des locataires. Mais depuis, personne n'a jamais pris en compte cela. Donc, non seulement elle perd une parcelle, elle perd des logements, on l'envoie du côté de Kitele, mais mieux, ce secteur de Mpila, c'était quasiment une zone industrielle parce qu'il y a le port de Yoro. Il y a des gens qui avaient constitué des business dans ce secteur-là. Ma sœur, par exemple, avait une boutique. Et au port de Yoro, tout le secteur-là, les gens étaient prospères. Et la majorité, c'était les fonctionnaires qui sont partis s'installer là. Qu'est-ce qu'on fait? On les délocalise, on les envoie dans les quartiers inconnus. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont construit des maisons. Ces maisons, ils se sont rachetés ces maisons pour leur maîtresse. Je connais par exemple un haut fonctionnaire au ministère des Finances, je tais le nom, M. Lévan Valentin. À lui seul, il a pris 3 appartements. Mais tellement à Sony qui ne veulent pas aller occuper les appartements parce qu'ils ont peur des petits de Kangam Bandi. Ces appartements sont vides. Et ils ont fait plus grave. Dernièrement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu exproprier les secteurs où étaient nos mamans et nos papas. Et lorsqu'il y a une expropriation, il y a un process où on doit estimer la parcelle. Et quand on estime une parcelle qui a un Mpila, là, ne peut pas coûter, ne peut pas avoir le même prix qu'une parcelle qui a Kitele. Je suis désolé. Nous sommes au cœur de Brazzaville. Ils sont venus, ils arrivent devant une parcelle, ils disent, vous, on vous donne 60 millions. Vous, on vous donne 100 millions. Donc, de manière arbitraire. Mais entre-temps, Lévan Valentin, tous les dignitaires du pouvoir qui étaient dans le secteur ont été payés rubis sur ongle. Les gens du pouvoir, j'ai des noms. Ces gens-là ont été payés. Payés. Il y a des gens qui se sont retrouvés avec 200, 300 millions parce qu'ils sont au pouvoir. Et les pauvres gens aujourd'hui vivent plus de 10 ans après dans les taudis. Et la dernière fois, quand ils ont voulu les exproprier, vous avez vu la réaction des populations. Mais mieux, il y a un certain OCT, je crois qu'il s'occupe du collectif des victimes. C'est lui qui joue l'interface avec Bouya et les autres. Et le ministre Ngoliba, c'est lui qui a l'habitat. Mais ce monsieur OCT, il sait pertinemment que le pouvoir ne tient pas parole depuis Mwamba, paix à son âme, jusqu'à Colline Makosso. Ils avaient pris l'engagement de débloquer 1 milliard pour commencer à indemniser les gens. Moi personnellement, j'ai dit à mes parents, personne ne vend la parcelle. Parce que pour exproprier, nous devons respecter le process. S'ils donnent l'argent, vous prenez. Mais qu'ils sachent que tôt ou tard, nous allons récupérer ces parcelles-là parce que ce n'est pas leur parcelle. Sinon, nous allons occuper
les logements qui ont été construits là. Donc, ça a été une véritable... Les gens se sont sucrés parce qu'en dehors des aides, des dons, mais de manière bilatérale, le Congo a encaissé pas moins de 500 milliards de dons, d'aides bilatérales et autres. Mais, monsieur Levan Valentin, on estime à 200 milliards pour reconstruire. Et si le Congo ne peut pas trouver 200 milliards pour reconstruire les parcelles des parents, là. Mais ils ont fait pire. Comme j'ai dit, ils se sont arrangés à bouffer au niveau des 3 millions, à bouffer au niveau de la construction parce qu'ils ont eu des marchés. Mais mieux, la famille s'est donnée. Je ne sais pas si vous souvenez de ça. Brazza, j'y crois. Organisé par qui? Sandrine Sassou, avec un producteur Doumou. Ils ont fait venir les Senguila ou je ne sais pas quoi. Je me souviens, nous étions en train de mener une activité avec mon petit frère Joe Ebina à Talangaï. Eux, ils ont débarqué avec des gros moyens. Mais financés par quoi? Par les dons qui devaient revenir aux victimes. Les Sassou Nguesso sont toujours là. Ah bon? Prendre l'argent des victimes. J'ai fait cette photo-là expressement pour exprimer ma colère. Parce que ma mère a 87 ans aujourd'hui. Je parle de ça parce que c'est un dossier que je maîtrise. Mais peut partir demain. Mais c'était notre résidence secondaire. C'était sa résidence secondaire. En dehors de sa résidence avec son mari. Donc chaque week-end, nous partions là-bas. On avait des mangues et autres. Mais l'on meurt de souffrance. Elle n'a rien demandé. Ce sont les hommes politiques qui ont détruit sa vie. Mais on aurait pu avoir des morts. Moi, je me souviens encore les voisins, mais il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Donc, voilà sur ce dossier-là, cette espèce de mafia, de cynisme de la classe politique, de ce pouvoir. Non seulement ils ont tué les gens, ils ont détruit la maison des gens, mais ils se sont donné le plaisir de bouffer l'argent des victimes. On a Bondokité. Mais non pour sur, comment on appelle, Mvukoti. Mais moi, j'ai été surpris lorsqu'on m'a parlé qu'ils vont. Mais c'est pas possible. Mais Mvukoti date, je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore des vivants? Ça veut dire que c'est encore un plan des receleurs. Ces gens-là, ils vont récupérer l'argent, ils vont créer des victimes fictives. Des victimes fictives pour siphonner ces fonds-là qui ont été mobilisés. Alors que là, ceux qui sont encore en vie sont en train de mourir à petit feu. Là. Mais je ne vous dis pas les gens amputés qui sont dans les difficultés. Il y a même une jeune fille, une influenceuse là. Elle est amputée, je crois, du bras. Mais heureusement qu'elle a le bras. Voilà. Cette petite jeune fille là. Voilà. Mais en dehors d'elle, il y en a plein qui ont perdu tout espoir. Moi, je connais même un monsieur, Etoka, qui était avec nous dans le parti politique, le RDD, quand j'étais à la fédération. Je suis parti faire des réunions. Il s'est laissé mourir parce qu'il avait perdu ses membres. Il ne supportait pas, il habitait à côté. Voyez-vous, c'est une dimension humanitaire qui relève de la sorcellerie. Et qui ndoki. Les gens n'ont rien demandé. Un matin, bobomi bang. Parce que vous aviez des règlements de compte à faire entre vous. Parce que vous avez votre agenda. Et aujourd'hui, ils continuent à être victimes. Mais entre-temps, vous avez bouffé. Parce que, comme j'ai dit, les logements là, tous les dignitaires de Silou, ils le savent. Ngoliba, il le sait, Bouya le sait. Pourquoi les Congolais n'y vont pas, ne rentrent pas dans cette... Et c'est là où je dis, vraiment, au peuple andéganini. Mais allez occuper ces maisons. Pourquoi les Congolais ne vont pas occuper ces maisons-là? Pas pour Mabillon. Allez mourir. Et j'apprends même que ces maisons-là, c'est des malformations. Parce que Bouya a donné le marché à ses amis chinois. Il paraît qu'il n'y a pas de conduite d'eau, je ne sais pas trop. Et ça devient quoi? Des éléphants blancs. Il y a même un centre commercial en bas là, un éléphant blanc. Mais personne n'est poursuivi. Comme personne n'a été poursuivi lors du procès de Tchourou. Parce que les sociétés qui entreposaient des dynamites au dépôt de Mpila
Mais c'est Bouya qui devait répondre de ça. Vous avez parlé tout à l'heure de Boao. Mais les gens oublient que Boao n'est que le ministre délégué. Le ministre de la Défense, c'est Sassou. La responsabilité première dans cette affaire-là, c'est lui-même, Denis Sassou Nguesso, parce que Boao n'est que le ministre délégué. Il n'y a jamais eu un ministre de la Défense au Congo. Le ministre de la Défense a toujours été Sassou. Donc, si on comprend bien, même M. Denis Sassou Nguesso ne prenait pas en considération la dangerosité, comment dirais-je, ne prenait pas en considération le danger que cela pouvait susciter, la négligence de garder ces armes. Mais bien entendu, ça dit que la responsabilité... Lui, donc, en tant qu'officier, il sert à quoi concrètement? Puisque, en tant qu'officier, il devrait savoir qu'il y a des armes qu'on ne peut pas garder dans la ville, surtout des armes qui sont si nocives pour la sécurité populaire. Mais monsieur Leval, mais vous, voyez, vous le dites si bien. C'est-à-dire que tu te poses la question de savoir est-ce qu'un officier général peut se comporter comme ça? Au-delà, un chef de l'État, quelle est sa responsabilité selon sa propre constitution? Ce n'est pas de protéger la nation, c'est ça le problème des citoyens. Parce que la responsabilité politique est établie, la responsabilité administrative est établie, je vous ai dit tantôt. Depuis 2007, il y avait un projet de délocaliser ces casernes-là à Bilolo. Les fonds ont été décaissés. Et la preuve, après le procès Tchourou qui a été acquitté, mais je pense qu'il y a le colonel Ingani, là, il y a le colonel Ikonga qui s'occupait de l'équipement, parce que les deux, c'était les responsables véritables de ce fameux écrameux. Mais il y a un à qui on avait demandé de rembourser plus de 400 millions. Je crois Ikonga ou Ingani, je crois que c'est Ikonga. Il a été emprisonné, mais depuis, il est sorti. Mais M. Leval Valentin, j'interpelle ce monsieur parce que j'aurais appris qu'en préparant votre émission, ce monsieur a dû acheter des châteaux ici en France. Des châteaux. Donc, sur le sang des Congolais. Ce monsieur avait détourné plus de 400 millions parce que c'est lui qui devait construire ces équipements-là. Avec Bouya. Et je tiens à vous dire qu'à un moment, Serge Oboa, le général Serge Oboa, lorsqu'il n'était plus à la présidence, c'est lui aussi qui était une espèce de consultant où il avait une responsabilité au niveau des grands travaux pour la construction. Donc, depuis 2007, 2008, 2009, 2010, les instructions ont été données. Il n'y a jamais eu de suivi pour qu'on construise à Bilolo de nouveaux casernes et délocaliser. Non seulement ils n'ont pas délocalisé, mais ils sont venus mettre encore des dynamites. Mais mieux, sinon pire, c'est le fait qu'il y a eu un rapport de l'inspecteur général des armées, qui est M. Dabira, le général Dabira, qui avait interpellé. Plusieurs rapports sont arrivés pour dire attention, ce qui se passe en Pila et ailleurs, ce n'est pas normal. Les conditions ne sont pas réunies pour entreposer autant d'armes et de munitions aux côtés en plus des dynamites. Il a dit pendant le procès. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de comment il s'appelle, Ikonga et Ingali? Ils sont d'où? C'est Mouchourou qui est devenu aujourd'hui l'homme à battre. Mais c'est eux qui devaient répondre. Et comme je le disais tantôt, si le complot visait une communauté, cette communauté, c'est les Saous qui ont pris, c'est beaucoup d'officiers qui ont pris parce que c'était leur agenda. Ça n'avait rien à voir avec s'il fallait chercher la vérité ou pas. Voilà, monsieur Leval Valentin, la gravité de cette situation, qui est une contentieux historique, parce que je dis, ce monsieur qui a acheté les villas ici en France, avec l'argent, et cet argent-là, où ils devaient construire des casernes, et qui ont tué nos parents, mais qu'ils sachent que tôt ou tard, si ce n'est pas moi, mais mes enfants vont le poursuivre. C'est ça le contentieux historique. Parce que c'est des crimes. C'est des crimes contre l'humanité. Lorsqu'un pouvoir laisse une caserne avec des produits de destruction massive, c'est un crime contre l'humanité. Donc, le jour que l'État sera restauré, cette affaire-là reviendra au premier plan. Les bouillas sont indexés et sans doute
toutes, toutes ces autorités qui sont des officiers qui n'ont pas été à la hauteur de mieux faire la sécurisation de ces armes lourdes. Alors, on va parler de notre dernier chapitre, massacre de masse ou assassinat. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on puisse dire face au 4 mars 2012? Le 4 mars, massacre et assassinat, je vous ai essayé d'expliquer déjà sur le 4 mars. C'est des crimes parce que on parle de 200, on a dénombré 300, mais en réalité, ceux qui étaient là-bas, il y en a des gens qui nous ont dit, c'est même les jours qui ont suivi, il y a des gens qui ont témoigné qu'il y avait des fosses communes. Parce que quoi? Parce que dans cette caserne-là, il y avait des jeunes recrues qu'on avait laissés là-bas. Vous savez, au Congo aujourd'hui, le seul métier reste l'armée. Et on parle des jeunes recrues qui sont morts pendant les explosions. Et la nuit, on les prenait, on partait les enterrer. Et vous allez me dire, c'est une rumeur, oui, mais ce pays-là, plus rien ne me surprend. Et en dehors de ça, il y a beaucoup de nos frères de la RDC qui n'ont pas été comptabilisés. Parce que le pouvoir avait besoin de minimiser en fait le nombre de morts pour ne pas créer une espèce de psychose. Donc, il y a beaucoup de frères de la RDC parce que ce quartier-là, ce secteur-là était très cosmopolite. Était très cosmopolite. Et j'en profite d'ailleurs pour indexer, je ne sais pas pour indexer, je sais que c'est votre champion. Et ça a été maladroit la chanson de Roga Roga. Obi à 5 mars et Tata Moteke, c'était dans une ambiance délétère parce que les Teke étaient indexés à tort. Et cette chanson, moi, je n'aime pas l'écouter à cause de cela. Et lui qui est un patriote. Excusez-moi, monsieur Guy Mafimba, le paradoxe de cette chanson, s'il faut dire contentieux, émane sans doute aussi d'un animateur qui est Teke. Parce que j'ai eu à demander Roga m'a explicité en disant que lui, il est bien sûr auteur-compositeur de la chanson, mais ce n'est pas lui qui anime. C'est l'animateur Yumo Bangé qui est Teke, qui plébiscite notamment ce cri-là, des pleurs d'un papa Teke qui regrette que sa maison puisse être... C'est pas de sa faute. Effectivement, ce n'est pas de sa faute. C'est un peu comme qui dirait de l'inculture. Hein? Il ne pouvait peut-être pas imaginer que nous étions dans un contexte assez trouble où une communauté, parce que ce que je viens de vous démontrer tout à l'heure, beaucoup de gens n'avaient pas cet aspect-là, que l'agenda, c'était contre une communauté. Je reviens sur les massacres. C'est les massacres, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis cette thèse-là. Enfin, j'ai retenu cette thèse-là. Donc, en dehors de cela, mais le véritable massacre dont je parle, c'est l'après l'attaque de Ntchourou, l'attaque du domicile de Ntchourou. Ntchourou est libéré. Mais je vous ai dit tantôt, une fois libéré, qu'est-ce qui s'est passé? Le procureur de la République et le président ont été virés de la magistrature. C'est une semaine après que, je crois, c'est Bailly qui devait aller à un séminaire au Bénin, on le retient à l'aéroport. On ne comprenait pas, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais en fait, le problème, c'est que le pouvoir n'avait pas accepté ce verdict-là. D'ailleurs, ils avaient fait appel. Mais ils n'ont pas réussi. Ntchourou est en liberté. Ntchourou a un réflexe, se dit, je suis en sursis. Il savait que ceux qui ont voulu l'avoir lors du procès à travers le 4 mars ne baissent pas la garde. Et lui, non plus, il a été suspendu en tant que Conseil national de la sécurité. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Bah, écoute, je prends mes dispositions. Et je me souviens, ses parents, parce que pour lui, ce sont les Mboshi qui lui en voulaient. Parce que ceux qui ont mené les instructions à tort, comme une espèce d'inquisition contre lui, c'était les Obwandais qui ont torturé les gens, le colonel Obwandais. C'était que les gens de la Cuba centrale, notamment les Mboshi, il faut le dire. Je ne suis pas tribaliste, vous savez. J'ai ma propre fille qui est Mboshi. Ma fille, la mère de ma fille est Mboshi. D'Oyo.
Mais quand je parle des contentieux historiques, je dois mettre le pied dans les plats. Parce que je n'ai pas envie que les gens puissent revivre ça. Moi-même, je peux être victime de ça. Je ne veux pas de ça. Donc, lui, il a compris qu'il était toujours en la ligne de mire des autres. Les Ndenge, les Ouandé et les autres, les Obara. Et qu'est-ce qui s'est fait? Ses parents sont venus maintenant, plus ou moins, habiter chez lui. Je suis à Brazzaville. Et il commençait à écrire, à donner son point de vue sur des questions liées à cette affaire du 4 mars, mais surtout, commençait à parler sur l'affaire des disparus du beach. Il commençait à lâcher un certain nombre d'informations. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il commençait à lâcher, commençait à exprimer son dégoût de la manière dont le pouvoir est en train d'être géré. Et que lui n'a pas participé à ce coup d'État pour vivre ce qu'il est en train de vivre là. Pas lui, mais pour que le pays ne vive pas de cette manière-là, parce que lui, il estime que ce coup d'État, c'était parce qu'il fallait réajuster, d'autant plus que selon eux, la gouvernance devenait, entre guillemets, ethnocentriste et puis arbitraire. Qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai parlé tout à l'heure du jeune Leblanc. Et ce jour-là, j'étais au plateau. Je travaillais maintenant, il m'avait viré du ministère, hein, j'avais oublié de dire, il m'avait viré du ministère, il m'avait même bloqué à l'aéroport quand je voulais venir. Le Mboulou, là. Moi, j'ai été bloqué de 2012, je suis sorti seulement en 2015. Je sais comment je suis sorti. Et nous étions 3 sur la liste. Mboulou, Guy Mafimba, Maître Mbemba, Martin, il m'entend là, et Maître Malonga, après 2012. Pourquoi? Parce que le pouvoir avait donné des instructions claires. Ces gens-là ne quitteront pas le pays pour Paris. Et Mboulou, qui m'avait bloqué à l'aéroport, il avait compris que mon titre de séjour était expiré. Je fais cette parenthèse là pour expliquer que j'étais là témoin. Ma carte de résident expirée, ils ont bloqué à l'aéroport. Je prenais un vol au Royal Air Maroc. Une fois expiré, ils me remettent ma carte de résident. Je dis, bon, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai ma femme qui est française à Paris, j'ai mes enfants. Donc, je peux aller demander un visa. Monsieur Léval Valentin, 3 refus de la consul. Pour des raisons que non, je veux aller faire l'immigration en France. Je dis, mais vous êtes des malades. J'ai toujours vécu en France. Et c'est le conseiller politique de l'ambassade de France, qui était un ami, avec Paul-Marie Paulet, qui m'appelle un jour, on se retrouve à un café, il dit, monsieur Mafimba, votre problème, ce n'est pas nous, c'est la présidence. Vous êtes 3, Maître Malonga, Maître Martin Mbemba, et vous, instruction a été donnée, vous n'allez pas rentrer en France. Quoi? Et, paix à son âme, Maître Malonga est décédé un peu à cause de tout ça, après son empoisonnement. Il s'est battu pour venir en France, alors qu'il a tous ses enfants ici. Il venait toujours. Ils ont refusé. Maître Martin Mbemba, on a réussi à le faire sortir parce qu'il y a eu trop de boucons. Sadio Morel est là. Joe Ebina est là. Pour vous dire qu'est-ce que nous avons fait. Avec le Mokondi Mobé, nous avons bousculé le pouvoir pour que Maître Martin Mbemba sorte. Il était au chapitre de la mort. Quand on partait le voir à la clinique Pasteur, je pense à Mongali. Et moi-même, j'ai attendu 2015 pour être exfiltré. Donc, voilà dans quelle situation on se trouve. Et tout le monde est traqué, surtout quand tu es de la partie des Téké, là. Parce que moi, je suis en rouge aujourd'hui parce que ma mère est Téké. Je suis Bangangoulou. Je pense qu'il me traquait aussi pour ça. Mais j'assume. Bref, on arrive jusqu'à ce que la traite de Tchourou a commencé. Parce qu'il commençait à parler, soi-disant, trop. Et entre-temps, il y a eu quand même, vous remarquerez, mon cher ami, ça il faut le dire, combien des hommes qui ont été impliqués dans l'affaire des disparus du BIC ont disparu. Adoua est parti, mort dans les conditions suspectes. Avoukou, mort dans les conditions suspectes. Motondo, mort dans les conditions suspectes. Bouissa Matoko, mort dans les conditions suspectes. Il y a eu beaucoup d'officiers comme ça qui sont partis dans des conditions suspectes parce que beaucoup de ces officiers-là ne comprenaient plus comment le pouvoir était géré. Là, des enfants, des machins, quoi. Là, entre-temps, Okombi est parti presque en exil en France. Souvenez-vous. Et donc, on arrive à cette journée fatidique, je crois, du 7 décembre 2013, donc presque une année après.
Je suis au plateau. Qu'est-ce qui se passe? Il avait du monde autour de lui. Le colonel Twanga, le colonel Marcel Tchourou. Et un des jeunes, le blanc, bon, je n'affirme pas, mais selon mes renseignements, on avait retourné contre le colonel Tchourou. Il se retrouve au plateau des 15 ans. Moi, je suis au boulot, au plateau des 15 ans, là, en face de l'armée du salut. On entend des tirs et on cherche l'identification. On nous dit non, il y a un élément de Marcel Tchourou qui se promenait du côté de plateau des 15 ans et il a tiré sur un BJ. Ah, mais comment il peut tirer sur un BJ? Ah ouais, il a tiré sur un BJ et il a fui au domicile de Marcel Tchourou. On revient sur quoi? Manipulation, complot, violence. Donc, c'était le prétexte pour aller attaquer Tchourou. Effectivement, il est reparti chez Tchourou. Mais Tchourou, comme c'était son petit, le lendemain, sans qu'il y ait quoi que ce soit, une enquête et autres. Moi, je me souviens, on avait une réunion entre le RDD et le PCT. Je suis parti voir le général Yombi au plateau, là. Je passe par la parcelle de Marcel Tchourou, je vois les généraux Bouti, les généraux Ndégué, on est en train d'encercler la parcelle de Tchourou. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, il y a des éléments là-bas, il faut perquisitionner. Ben, lui, il avait compris que le moment était venu pour qu'on puisse le neutraliser. Monsieur, mon cher ami, Valentin, mon cher cadet, encore en pleine journée, vers il était 12h, 10h, on entend les hélicoptères commencer à survoler le secteur de la maison d'arrêt. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, il y a une attaque en pleine journée. Et pendant 4 heures, ils ont utilisé tout le matériel le plus sophistiqué pour en finir avec le colonel Tchourou, jusqu'à bombarder à travers les hélicoptères de combat. Il a tenu pendant 4 heures jusqu'à ce que ses proches ont fini par le neutraliser parce que pour lui, il fallait mourir. Et entre-temps, il fait une communication. Et je rends encore hommage à Ellis Smith, qui avait eu une espèce de réflexe pour lui donner la parole à travers RFI afin qu'il s'exprime et il a expliqué que non, ils sont venus m'attaquer. Bon, s'il faut mourir, on va mourir, mais sachez que je combats là pas pour moi, Tchourou, mais je combats pour les Congolais. Un jour, les Congolais sauront que nous avons commis la maladresse. Il s'est racheté d'avoir amené ce monsieur-là au pouvoir. Mais le plus grave, c'est quoi? Il y a eu 40 jeunes assassinés. Parce que lorsque lui, il a déposé les armes, il y a des jeunes qui sortaient pour se rendre avec des drapeaux blancs. Ils ont été abattus. Plus de 40 jeunes. 55 arrestations. Abattus. Et 90%, c'était des jeunes Gangoulou ou des jeunes Teki, des parents. Alors qu'on pouvait éviter cela. N'est-ce pas un crime de masse, un contentieux historique? Et je peux vous dire qu'après, il y a eu des conciliabules compliquées dans les pays Téké. Parce que les notables ne comprenaient pas pourquoi aller tuer des gens comme ça. Tout simplement parce qu'il fallait arriver à bout du colonel Marcel Tchourou. Et c'est comme ça qu'il a été arrêté. Et la manière dont il a été humilié, souvenez-vous, avec Okongakala, machin quoi, jusqu'à ce qu'on l'emmène à la maison d'arrêt. Et on sait pertinemment que ça a été encore triptyque, manipulation, complot et violence. Ce monsieur a été assassiné. Ça, c'est clair et net. Ils connaissent le mode opératoire. On connaît tous le mode opératoire. Voilà l'épilogue malheureux, tragique de cet homme qui, en fait, n'a été que le bouc émissaire d'un complot qui n'a pas atteint ses objectifs. Mais comme on dit, il faut faire d'une pierre deux coups. Il faut éliminer celui qui peut nous gêner demain. Mais entre-temps, il y a des victimes collatérales graves, les populations, c'est-à-dire nous autres. On a perdu les biens, on a perdu des parents, on a perdu notre avenir. Et l'autre victime collatérale,
c'est une communauté, la communauté Téké, qui aujourd'hui est victime, a été victime, est victime de cela, et qui n'oublie pas que voilà ce que nous avons subi en cette période de 2012, parce que après, c'est quoi 2015 avec Okombi, qui a vécu la même situation. Okombi qui était un homme pas Téké, Okombi avait des collaborateurs de partout. Mais si je vous cite le nombre de collaborateurs d'Okombi qui ont été tués, torturés, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, il y a un contentieux avec cette région des plateaux et avec cette communauté. Il y a un contentieux avec les victimes aujourd'hui qui pleurent, nos mamans. Et voulez-vous que ce pays a peur ici? Quand le diable rouge sont battus tous les jours là, mais les mamans qui pleurent là parce que, mais comment? Comment un pays peut se relever lorsqu'on a autant de contentieux, lorsqu'on a autant de sang, on a autant de frustration, de colère parmi les populations? Voilà l'épilogue malheureux de cela, de cette affaire du 4 mars. Et je ne peux pas finir cette émission pour dire que jusqu'à aujourd'hui, monsieur Lévan Valentin, nous parlons souvent des prisonniers politiques André Komi-Salissa et Jean-Marie Michel Mokoko, mais il y a une quinzaine ou une dizaine des partisans de Marcel Tchourou qui sont encore en prison. Il y a par exemple un certain monsieur David Gami, disparu jusqu'à aujourd'hui, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il est devenu. C'était un parent. Il y a Mbani Julien, son oncle, en prison. Mwanga, un cousin, sont en prison. Il y a d'autres qui sont emprisonnés à Ouesso. Kouelassi Amour, qui est en prison, un certain Oko. Donc, il y a une dizaine, plus sinon plus. Il y en a qui sont morts en prison. Donc, vous voyez bien que, je ne sais pas combien d'années après, des innocents qui se retrouvent en prison, qui vont disparaître, personne n'en parle. Parce qu'il y a des gens qui sont éternels. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le Congo leur appartient. Et ça continue comme ça. On continue à compiler les contentieux. Bon, nous ne cesserons pas de venir édifier notre peuple et nos populations. Voilà, mon cher ami Lévan Valentin. Merci, monsieur Guy Mafimba. Que nous pouvons dire. Nous sommes à la fin de notre échange. Dernier mot concernant cette affaire du 4 mars, où nous savons très bien qu'il y a des autorités qui n'hésitent pas à faire ce jour-là des commémorations concernant cet événement. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en gros de cet événement le 4 mars? Ça, c'est la dernière question. Et après, comme on sait très bien que dans les contentieux historiques, il y a toujours aussi l'actualité qui prime. En conclusion, si vous pouvez aussi nous donner votre jugeote concernant le coup d'État qui s'est réalisé au Gabon. Ce qu'on peut retenir, je l'ai dit tantôt, première chose, c'est cette gouvernance qui se résume au triptyque manipulation, complot, violence, a conduit notre pays, notamment la gouvernance de M. Denis Sassou Nguesso, le PCT, à compiler les contentieux. Ce qui fait que la cohésion nationale et la concorde nationale est en lambeaux aujourd'hui. Tant que nous n'allons pas solder ces contentieux-là, j'ai bien peur pour le PCT, Denis Sassou Nguesso et sa progéniture. Parce que vous avez remarqué un moment, j'étais presque en colère, parce que victime. Et j'ai comme l'impression que chaque Congolais est victime de ce système. Jusqu'à quand ça va continuer? Mais comme il y a une fin en tout, il va arriver un moment où chacun de nous va demander des comptes à M. Denis Sassou Nguesso au PCT, à sa progéniture. Comment on va faire? Raison pour laquelle j'ai toujours eu en moi cette hauteur d'esprit, parce que je suis politique, en se disant, il a toujours une chance, M. Denis Sassou Nguesso, comme disait Zachary Boao, le professeur Zachary Boao, de rentrer dans le portique républicain en faisant quoi? En convoquant un minimum de son intelligence pour dire il est plus que temps de libérer les prisonniers politiques dans ces partisans du colonel Marcel Tchourou et surtout indemniser
en soldant, pour solder ces contentieux. Par exemple, celui-là, j'en parle de ce soir de 4 mars, il faut indemniser les gens de manière équitable. Les gens n'attendent que ça. 4 mars 2024, ils vont encore sortir dans la rue pour dire « Donnez-nous ce que vous nous devez ». Et bien entendu, sur le plan politique, j'ai toujours dit, ce n'est qu'à travers un consensus qu'on se retrouve à table pour discuter, que ce n'est que de cette manière-là que nous allons commencer à solder ces contentieux historiques. Et enfin, au sujet du Gabon, non, je me suis exprimé là-dessus. Pour moi, ce n'est pas un coup d'État, c'est un coup de grâce. Aujourd'hui, ce qui s'est passé au Gabon, s'il arrive, ça arrive au Congo, je suis convaincu que pendant une semaine, il y a des Congolais de la diaspora qui n'iront pas travailler. On va aller boire du champagne, danser chaque jour. Et à Brazzaville, ça sera de même. Pourquoi? Parce que autant le régime de Bongo et le régime de M. Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire la dynastie Bongo et la dynastie Sassou Nguesso, ce sont des régimes siamois. Et ici, ils sont devenus, Bongo était devenu le verrou. Il fallait déverrouiller. C'est ce qu'on appelle en politique la contradiction principale. Pour les Gabonais, la contradiction principale, c'était de dégager Bongo. Et aujourd'hui, la contradiction principale des Congolais, c'est de dégager Sassou Nguesso. Je crois que vous avez tous entendu l'audio de ce jeune frère à l'UTT qui pleure de voir les terres de nos aïeux être vendues par M. Christophe Sassou Nguesso à travers ses amis, avec ses amis rwandais. Il pleure. Aujourd'hui, là, quelle est la contradiction principale? C'est le fait que ce monsieur-là est devenu un poison pour le Congo, avec sa famille et avec son parti. Donc, ce qui s'est passé au Gabon, ce n'est que la suite logique d'un processus de changement. Mais ce changement a eu pour incarnation un homme, le colonel Olingi, qui s'est élevé en véritable officier, pas à la solde d'un homme, mais au service de la nation et de la République. C'est en cela, en fait, un vrai républicain, officier républicain. Mais je pense qu'au Congo, nous avons encore ces officiers républicains-là. Mais la seule différence, je termine là-dessus, ça s'est très bien passé au Gabon. Parce que, tout simplement, la contradiction principale, il y a eu une espèce d'implication de toutes les forces vives de la nation, de l'opposition à la société civile et autres. Et même la communauté internationale, entre guillemets, la France et les États-Unis ont accompagné ce processus. Et je l'ai dit depuis pas mal de temps, je prédis le Big Bang géostratégique. Je prédis la fin des démocratures. Et j'avais dit, la France sera obligée d'accompagner la géopolitique des populations, c'est-à-dire nous, ce que nous voulons, parce qu'elle ne veut pas perdre l'Afrique centrale comme elle est en train de perdre l'Afrique de l'Ouest. Donc, comme dans un effet domino, après le 241, ça sera le 242. Mais il faut craindre qu'au 242, qu'il y ait du grabuge. Parce que, comme ils disent tout le Branalinga, là, les parents là, batiba mbeba trop, trop de mbeba et ils narguent les gens. Ils ne peuvent pas continuer à narguer les gens comme ça. Il faut faire attention à ce que le jour où ça bascule, qu'on ne puisse pas arrêter les violences qui sont suivantes. Voilà ce que je voulais dire par rapport au Gabon. Merci, M. Guy Mafimba, pour votre participation à cette émission. Tolobela Congo, les contentieux historiques. Nous sommes à la fin de notre échange. Merci de votre temps que vous disposez de venir éclairer la lanterne de nos compatriotes concernant ces faits historiques, comme vous êtes l'expert des contentieux historiques. Et à la prochaine thématique de notre thématique politique sur les contentieux historiques sur Afrique Elite TV à travers cette émission Tolobela Congo, les contentieux historiques. Merci. Merci à vous. Merci à vous et à bientôt. Héritier Itélé. Afrique Elite TV, ce qui est là, on a commis, c'est-à-dire,